voici à l'Université du développement global. Vous pouvez tout obtenir dans votre vie si vous avez le pouvoir choisir, le pouvoir agir. Le bonheur, le succès, la réussite, la connaissance, la compétence et la richesse sont bel et bien à votre portée. Ne vous laissez pas influencer par des pensées négatives et des personnes pessimistes. Suivez coach Dr May avec ses 35 années d'expérience à travers cette chaîne, ses séminaires, ses conférences et ses formations. Selon une logique projet, c'est important. Ou bien que le ministre de l'Éducation du Sahel nous parle un peu comment il vit dans une zone frontalière où il y a des réfugiés qu'il faut prendre en charge. Il faut tout faire pour que les jeunes réfugiés ne divorcent pas avec l'école. Il faut tout faire pour que certains fléaux sociaux ne se reproduisent pas dans le cantonnement. C'est extrêmement important. Ou bien un Mamadou Mamoun Diop qui vous parle de la réalité de l'éducation au Sénégal. Pourquoi aujourd'hui on a beaucoup d'échecs. Moi j'ai envie de construire un projet sur vraiment la résolution de ce problème. Aujourd'hui le taux de réussite est très faible au Sénégal. Je viens de Kaffrine, il y a 20 écoles primaires qui n'ont pas eu un seul admis au CFE, monsieur l'inspecteur. C'est extraordinaire. Je viens de Kaffrine, 20 écoles primaires où il y a 0 admis. Je me demande comment on a pu, dans certaines zones comme Kolda, enregistrer dans certains centres d'examen 1% au bac. 1% au bac. Je me demande aussi comment on a fait dans certaines contrées du Sénégal pour avoir moins de 10%. Et pourtant, il y a dans la salle des enseignants comme Mamoun, comme monsieur l'inspecteur, capables de partir de la logique approche projet, de la logique développement local, pour asseoir des recherches qui peuvent servir à l'État. Je pense qu'aujourd'hui, le chef de l'État va diriger un conseil interministériel sur l'éducation et la formation professionnelle. Ça veut dire qu'aujourd'hui, au Sénégal, nous sommes en situation de crise. Je me demande pourquoi on ne peut pas faire de recherche et aller vers des logiques de projet pour travailler dans le sens de l'assainissement des universités, pour que les universités restent à leur vraie vocation, la formation d'intellectuels. Moi, je fais partie de ceux qui ne sont pas étonnés quand on a jeté des pierres à l'université de Dakar sur le cortège présidentiel. Pendant combien d'années on a laissé les étudiants dans une sorte d'errance? Dans une sorte d'errance, parce qu'après l'errance, il y a les dégâts. Moi, j'ai toujours été sidéré quand je vois qu'on organise à l'université de Dakar des combats de lutte. Oui, des combats de lutte où on va reproduire tout le schéma de l'arène. Là, c'est un peu une sorte de culture de la violence dans le système universitaire. Alors que quand on prend la vocation de l'université, l'université est cadre de discussion, l'université est cadre de contradiction, de confrontation intellectuelle, mais l'université est un cadre de formation. Parce que même le père Senghor, quand il disait universitatix lux mea lex, il dirait que la lumière est ma voix. Donc on doit rester dans le cadre de la connaissance. Et aujourd'hui, quand vous allez à l'université, les scènes les plus odieuses de notre système social s'y reproduisent. Ce n'est pas normal. Alors qu'ils sont censés être demain les décideurs, les cadres, les directeurs généraux, les ministres, etc., etc. Donc il y a toute une réflexion qu'on peut mener. Et d'ailleurs, quand on prend un peu un survol de l'actualité sociale, aujourd'hui on parle beaucoup du phénomène des talibés au Sénégal, qui peuvent générer des milliards par mois à partir de la rue. C'est catastrophique. Quelles sont les recherches à entreprendre par rapport à ça? Donc vous allez comprendre que le développement se perçoit comme un ensemble de stratégies, un ensemble de moyens mis en œuvre dans la perspective de trouver deux résultats fondamentaux. La création de richesses et la satisfaction des besoins
humain essentiel des hommes. Alors, en vous engageant dans une formation en développement local, d'ailleurs, le survol qu'on a fait tout à l'heure vous permet de comprendre que vous avez des centres d'intérêt en convergence. Votre objectif, c'est quoi? C'est d'aider les hommes, d'accompagner les hommes dans leur volonté de se réaliser. C'est d'accompagner les territoires. C'est pourquoi aujourd'hui, j'ai voulu vous parler un peu d'une actualité aussi, c'est le développement territorialisé. On en parle beaucoup. D'ailleurs, il n'y a pas une semaine où aussi vous entendez un peu ce qui se passe dans les forums, dans les conférences, et même partout, on parle beaucoup de développement territorial. Bon, pour des spécialistes comme vous, vous allez penser que c'est un nouveau concept. Alors que le concept lui-même n'est pas nouveau, il existe depuis très longtemps. J'ai voulu apporter une communication complémentaire dans cet amphi d'inauguration pour vous aider à disséquer un peu le concept. Parce que quand on parle de développement territorialisé, ça rappelle un peu deux concepts de base que vous avez taquinés durant votre formation. C'est quoi? C'est le développement local et le développement endogène. En fait, il n'y a pas de différence entre le développement territorialisé et ces deux concepts, le développement local et le développement endogène. En parlant de développement endogène, il s'agit ici de programmer une transformation sociale, une transformation économique à partir des ressources qui sont dans un territoire. Et le développement endogène lui-même découle des théories sur la croissance endogène. Et la croissance endogène a été théorisée depuis les années 1950. C'est là où il faut situer le point de départ pour l'émergence du concept de développement endogène. Parce que quand on parlait de croissance endogène, on a voulu montrer que l'équilibre économique ou la maîtrise des agrégats de la comptabilité nationale suppose qu'il y ait possibilité de créer de la richesse, de produire avec un fort niveau de mobilisation des ressources intérieures. Bon, je donne un exemple très simple. Qu'est-ce que la Mauritanie fait de ses mines? Qu'est-ce que la Mauritanie fait de la pêche? C'est des produits locaux mobilisables. Et d'ailleurs, quand je me rendais chez mes amis à Bogué, ce qui me frappe, c'est quoi? C'est qu'à part de Rosso, Mauritanie, sur une longue distance, vous avez les champs de riz. Les champs de riz, et c'est très beau, on voit les rizières. Bon, c'est ça le développement, c'est-à-dire qu'il y a une volonté de maîtrise de l'eau et de mise en place d'une activité agricole qui va certainement prendre en charge l'autosuffisance alimentaire, la sécurité alimentaire, etc. Donc vous voyez, c'est un peu ça le développement endogène. Donc il y a un choix à faire entre importer du riz que les gens mangent et essayer de produire localement. D'ailleurs, quand on parlait de développement endogène, c'est dans une perspective de maîtriser la production, la consommation et les échanges avec possibilité de maîtriser les flux intérieurs. Donc c'est ce concept qu'on a repris pour parler de développement endogène. Donc ça veut dire qu'en parlant de développement endogène, il faut qu'on ait des territoires maîtrisés, viables. En parlant de développement endogène, il faut qu'on ait des acteurs locaux qui s'engagent. En parlant de développement endogène, il faut une production nationale. En parlant de développement endogène, il faut surtout éviter ce qu'on appelle en économie le phénomène de la désarticulation. C'est quoi la désarticulation de l'économie? Une économie, elle est désarticulée lorsque les matières premières qui sont produites sont destinées à l'exportation et elles vont nous revenir comme des produits finis, consommables. Voilà un exemple de désarticulation.
La désarticulation est surtout en relation avec l'extraversion de l'économie. Quand une économie est extravertie, c'est une économie qui est plus ou moins orientée sur les besoins de l'extérieur, sans au contraire être, n'est-ce pas, articulée sur des dynamiques internes, des dynamiques endogènes. Lorsque nous parlons de désarticulation également, on pense aux économies africaines où le dualisme est là. On sent la coexistence dans tous les systèmes économiques d'un système traditionnel et d'un système moderne. Quand vous prenez l'agriculture au Sénégal, qu'on le veuille ou non, il y a la coexistence entre une agriculture traditionnelle qui a toujours des préoccupations de subsistance, n'est-ce pas, des préoccupations d'autoconsommation, avec une agriculture qui fonctionne selon les lois du business, c'est l'agro-business. D'ailleurs, je disais souvent, il y a une conférence à laquelle j'ai assisté, je disais qu'on n'a pas le droit d'interdire au chef de l'État du Sénégal de rêver pour qu'il y ait de l'autosuffisance en riz. Mais c'est normal. Mais ce qui est important, c'est quoi? C'est que les acteurs s'engagent pour traduire ou donner corps à cette vision. Mais je dis que c'est bien possible. Parce que quand on est au Sénégal, avec le barrage de Diama, il y a 245 000 hectares de terre qui sont libérés, donc qui deviennent cultivables. 245 000 hectares de terre. Dans le contexte du Sénégal, nous avons une école qui forme des agronomes, c'est l'ENSA de Thiès. Nous avons une école qui forme des ingénieurs des travaux, c'est l'ENSER. Nous avons les écoles d'agents techniques d'agriculture. Nous avons les centres de formation professionnelle horticole. Nous avons les centres d'initiation horticole. Nous avons les centres de perfectionnement agricole. Tout un dispositif qui nous permet d'avoir des ressources humaines qualifiées et capables d'apporter des réponses concrètes. Nous avons aussi comme force l'établissement de traditions agraires chez nous. C'est quand vous demandez à un Sérère de Dakar pourquoi il va au village quand il entend que la pluie a tombé, il ne part pas pour chercher de l'argent, mais il part pour cultiver la terre parce que, en fait, c'est culturel chez lui. C'est culturel. Donc finalement, on peut même se focaliser sur les conceptions de certains auteurs qui pensent que l'agriculture chez nous en Afrique est genre de vie. L'agriculture n'est pas du tout un système économique dans certains contextes africains, mais plutôt un genre de vie. Donc ça veut dire que les traditions agraires sont établies, donc il y a possibilité en fait de réaliser l'autosuffisance alimentaire. Mais pour le réaliser, il faut aller vers des stratégies de développement endogènes, mais aussi il faudrait partir sur l'existant et construire une économie agricole viable et moins désarticulée. Si on parle donc en somme de développement endogène, c'est un développement programmé à partir de l'intérieur pour éviter quoi? Une extraversion, une désarticulation, mais surtout, cette approche permet de minimiser les coûts, n'est-ce pas? Et de travailler à mettre en place un certain nombre de performances et d'indicateurs économiques. Et le résultat le plus probant qui était visé était celui de croissance économique. Bon, vous allez entendre les gens parler beaucoup de croissance économique. Bon, c'est bien, c'est bien. Bon, je dis souvent à mes cousins économistes, c'est vrai, la croissance économique, elle est bien, mais il faut qu'elle soit perceptible, il faut qu'elle se sente. Si on construit une croissance économique, si on ne la sent pas, ça n'a aucun sens. Donc de là, vous allez voir que les individus étant des consommateurs, étant également des objets sur lesquels toutes les richesses sont plaquées, doivent avoir la possibilité de pouvoir satisfaire leurs besoins. Et le développement est endogène, certainement, lorsque les acteurs locaux s'engagent. On ne peut pas construire
une économie avec des entreprises étrangères seulement. Il faut des entreprises étrangères, mais il faut aussi des entreprises locales. Je disais tout à l'heure que le développement territorial est indissociable du développement local. Oui, tout simplement parce que le développement local qui est apparu dans les milieux anglo-saxons avait voulu montrer qu'il y avait possibilité de recentrage du développement à partir de l'espace, à partir du territoire. C'est-à-dire au lieu de prendre un mouvement d'ensemble dans un pays très vaste, on peut essayer de créer dans un pays des micro-territoires pour pouvoir programmer là-bas un développement. Donc c'est pour maîtriser le développement. Bon, quand on entend un peu les théories de certains sociologues, ils ont quand même amélioré le sens qu'on a donné au local. Parce que quand on parlait de local, on dit local égale espace. N'est-ce pas? Mais les sociologues ont montré aussi, au-delà de l'espace, le local renvoie à un sentiment d'appartenance.